année à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce numéro spécial d'Entre les lignes. Eh bien, je dirais pourquoi cette émission est spéciale. Vous le découvrirez dans quelques instants. Eh bien, dans cette émission, nous allons aborder plusieurs questions d'actualité avec un invité de marque. Vous allez le découvrir dans quelques instants. Eh bien, le sujet du jour, c'est justement la politique médicale en RDC, les secteurs cardiovasculaires, la problématique de la Constitution, l'union sacrée, la confusion autour de la vision du président de la République, les ratés, les succès dans la gestion de Félix Tshisekedi, comment obtenir une paix définitive dans l'Est de la République démocratique du Congo. La journée du 4 janvier ne sera pas oubliée parce que bientôt nous allons célébrer le 4 janvier, journée importante pour l'histoire de la République démocratique du Congo. Un Congolais décédé tout récemment aux États-Unis d'Amérique. Il a été un philanthrope, un homme qui a fait beaucoup de bien au pays de Lumumba. Lui, c'est Jean-Jacques Mutombo Dikembe. Eh bien, vous parlez de tous ces sujets. Eh bien, nous avons depuis l'État de Tennessee, ville de Nashville, aux États-Unis d'Amérique, le docteur Marcel Elou. Le docteur Marcel Elou est cardiologue, surnommé l'homme qui arrête la mort. Docteur, bonne année et merci de nous accorder cette interview. Merci pareillement et bonne année à tous nos compatriotes de la République démocratique du Congo et qui sont au Congo et ailleurs dans la diaspora. Merci beaucoup, docteur Marcel Elou. Je le rappelle, il est à présent à Nashville, dans l'État de Tennessee, donc aux États-Unis d'Amérique. Première question directement au docteur. Dites-nous, que pouvez-vous dire de la politique de la République démocratique du Congo dans le secteur de la cardiologie et même du secteur cardiovasculaire? Que dire aux Congolais ou même à tous nos téléspectateurs par rapport à ce secteur? Au Congo, le secteur de cardiologie est encore au niveau rudimentaire et je vais vous le prouver. Vous pouvez me montrer les slides que je vous ai envoyés. Je vous ai envoyé des photos. Est-ce qu'on peut, la technique est ensemble avec nous, on peut illustrer quelques photos du docteur? On attend. Docteur, essayez d'évoluer. On va illustrer ces images tout nécessairement. Mais vous pouvez parler quand même, on vous écoute. La politique de la santé au Congo n'a pas beaucoup évolué et dans plusieurs secteurs. Je faisais partie d'un petit groupe de Congolais ici aux États-Unis qui ont développé, avant la prise du pouvoir du président Tshisekedi, comment est-ce qu'on pouvait améliorer la santé en République démocratique du Congo. Le système de délivrance de la santé en République démocratique du Congo. Mais malheureusement, on ne nous a pas contactés. Nous avons appris le ministre de la Santé qui a, avec le slogan de la santé universelle, c'est qu'à mon avis, n'était pas possible au Congo présentement. J'ai essayé depuis la fois passée quand j'étais au Congo, on m'a appris que le ministre Kamba a étudié au Canada. La santé, service de santé au Canada, dans un pays de 40 millions de population, c'est 344 milliards de dollars. Le Congo, c'était 40 millions de 344 milliards. Pour quelle utilité? Pour la santé universelle au la Canada. Couverture santé universelle. Couverture santé universelle. Au Congo, nous sommes un pays de 100 millions et je ne sais pas quel est le budget
de la santé universelle, mais pratiquement, ça ne peut pas aller au-delà de 10 milliards, même pas 1 milliard. Donc, ce n'est pas possible. Donc, nous devons adopter un système de la médecine préventive. Et comment donner la délivrance de la santé préventive par l'enseignement et dans certains domaines. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à couvrir la santé universelle. Ce n'est pas possible avec le budget qu'on a. La médecine coûte excessivement cher. Et pour le moment, je ne crois pas que le Congo est en mesure de donner la santé universelle à moins qu'il y ait des revenus. J'avais proposé l'autre fois que pour qu'il y ait la santé universelle au Congo, il faut que tout le monde contribue. Il faut que tout le monde travaille. Ce qui n'est pas possible pour le moment. Donc, ce n'est pas possible. À mon avis, la santé universelle qu'on a proposée au Congo, c'était un slogan. Ce n'est pas vraiment une étude bien faite pour la délivrance de la santé universelle au Congo. Je voulais rencontrer... Il nous faudra combien? Il nous faudra combien pour une population de 100 millions d'habitants afin que ce projet puisse réussir totalement? Nous pouvons adopter le système du Cuba. Le Cuba n'a pas aussi des revenus que le Canada ou bien les États-Unis. Les États-Unis, ce qui coûte le plus cher, c'est la santé universelle. Et même aux États-Unis, c'est 95% des gens qui sont couverts. Donc au Congo, ce ne sera pas possible. C'est des milliards et des milliards. Le système du Cuba, ils mettent accent sur la prévention. Et ils n'ont pas un budget tellement énorme, mais c'est un pays qui a 4 millions de population. Donc nous devons aller à la prévention, donner un enseignement aux gens comment éviter les maladies, comment prévenir les infections. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à donner une délivrance de la santé. J'avais aussi proposé à ce qu'il y ait des centres de référence. Donc, chaque province peut avoir un centre de référence. J'ai vu ce système dans le pays francophones d'outre-mer où on a instauré des services de santé et amené les malades qui sont gravement malades en France, à Paris, pour avoir les soins appropriés. Et c'est ce que moi j'aurais proposé, que chaque province ait un centre de référence et qu'il y a un mécanisme d'amener les malades qui sont tellement graves dans ces centres pour continuer la délivrance des soins appropriés dans chaque province. D'accord, docteur. Mais sinon, vous voyez le gouvernement congolais sur la bonne voie? Est-ce que vous pensez que c'est possible au cours de ce quinquennat de 5 ans de pouvoir réaliser ce projet? Est-ce que c'est possible? Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent. Vous avez parlé d'une méthode alternative liée à la prévention. Celui-là n'est pas moins coûteux, par exemple? Oui, oui. La prévention, ça peut commencer. Mais il faut commencer par l'éducation, tu vois. Et on a beaucoup de médecins. Écoutez, les médecins du Congo, ils ont stabilisé la médecine en Afrique du Sud. Quand, à la fin de l'apartheid, l'Afrique du Sud a pris presque tous nos meilleurs médecins qui sont là. Il faut donner un salaire compétitif pour que ces médecins rentrent au pays. Un médecin touche combien aux États-Unis, par exemple, le mois? Un médecin généraliste, prenons ça comme ça, il touche combien par mois, un médecin? Généraliste? À peu près oui, un médecin, un simple médecin. À peu près 15 000 $ par mois. 15 000 $? Oui. En Afrique du Sud, c'est à peu près 6 000 $. Et à Lusaka, c'est à peu près, au Zambie, c'est à peu près 6 000 $. Donc, on peut ramener, il faut payer les médecins. Il faut développer les centres de référence. Vas-y. Docteur, importante pour le développement de la RDC. Comment peut-elle contribuer à l'avancement du pays?
les gens qui sont âgés, les gens qui ont de l'expérience du travail, ce sont des hommes et des femmes âgés. S'ils ne pouvaient pas maintenir la vie, si la vie moyenne au Congo est de 50 ans, aux États-Unis, la vie moyenne est 75 ans. Alors, vous perdez les gens qui ont de l'expérience de 25 ans. Une perte de 25 ans. Et ce sont eux qui peuvent stabiliser et l'économie et la santé. Ici, aux États-Unis, les médecins prennent leur retraite à 80 ans. Et au Congo, les médecins peuvent prendre des retraites à 60 ans. Et donc, vous raccourcissez la vie des gens qui peuvent donner les soins et qui ont de l'expérience. Ça n'avance pas le pays. D'accord, docteur. Merci beaucoup. Ça fait sens. Oui, ça fait sens. Il faut les gens qui ont de l'expérience dans tous les secteurs. Que ce soit ça à la santé, que ce soit ça au département d'ingénieurs. Il faut maintenir à ce que ces gens-là vivent un peu plus longtemps. Mais s'ils vivent avec 20 ans de moins, mais le pays perd beaucoup. Et ça n'avance pas. Merci beaucoup, docteur Marcel Eléo. Un petit mot par rapport à, pour finir sur cette question. Les vieux sont considérés comme étant ceux qui pillent les caisses de l'État. Est-ce que vous pensez que ça peut nous aider s'ils vivent longtemps? Au Congo ou ici aux États-Unis? Dans l'étonnement, tout ça. Vous dites? Ils pillent les caisses de l'État au Congo ou ici aux États-Unis ou au monde? Au Congo. Oui, mais il faut la justice. On va parler de ça. Il faut la justice il faut que l'ordre de médecin fonctionne d'une façon efficace. Mais la santé est importante aussi. Alors, docteur, vous avez parlé de la justice, mais virons un peu sous la Constitution. Il y a un débat au Congo sur le changement, le maintien ou encore la révision constitutionnelle. À l'heure actuelle, il y a deux camps qui s'opposent. Ceux qui pensent que le changement de la Constitution peut conduire à la balkanisation ou à la partition du pays. Et ceux qui pensent que le changement de la Constitution est salutaire. On ne peut que passer par le changement pour que le Congo puisse se redresser. Quel est votre avis à ce propos? Il faut absolument changer la Constitution pour que le Congo avance. Je suis parmi les rares Congolais qui a vécu dans 5 pays démocratiques du monde. Je suis né au Congo, pays démocratique et République démocratique du Congo. J'ai étudié en Belgique, qui s'est vu aussi démocratique. J'ai vu aux États-Unis depuis plusieurs années. J'ai étudié et travaillé, fait la spécialisation au Canada. Et j'ai une résidence permanente en France. Je connais à peu près comment la démocratie marche au monde. Nous devons changer la constitution du Congo. J'ai suivi les émissions que vous avez eues avec le constitutionnaliste Placide Mabaka. Il est en France. Il est constitutionnaliste. Et mon point de vue est pratiquement égal à ce que lui a fait ses recherches depuis plus de 20 ans. Que pour qu'il y ait une constitution, il faut qu'il y ait les mœurs de la société, les écrits de la constitution et l'esprit à la lettre de cette constitution. Alors, au Congo, nous avons adopté la constitution belge et puis la constitution française qui n'ont rien à faire avec les mœurs de la société congolaise. Ça ne peut pas marcher. Quels sont les éléments qui décèlent que la constitution congolaise n'est-elle pas adaptée aux Congolais? C'est quoi l'élément qui démontre cela? Dans la société congolaise, Mobutu l'avait dit, le président Mobutu l'avait dit, on ne peut pas avoir deux chefs. On doit avoir un seul chef. Et nous avons vu à 1960, la première crise du Congo, c'était le pouvoir entre le président Kasavubu et le président Lumumba, et le premier ministre Lumumba. Premier ministre.
Et ça a créé des événements dont tous les Congolais doivent savoir pour le moment. Récemment, on a évité une crise entre le Premier ministre Iya Lukamba et le président Tshisekedi. Ça ne peut pas marcher. Et dans la conception, dans le concept des Congolais ordinaires, le président Tshisekedi est responsable de tout, même de la circulation à Kinshasa. Bien qu'on a le gouverneur, et donc tu vois, dans le concept d'un Africain, d'un Congolais, le président est responsable de tout. Nous devons donc lui donner tout le pouvoir nécessaire pour qu'il puisse avancer le pays. Et docteur Marcel Eléou, je ne vous arrête pas, mais dans la forme actuelle de gouvernance, nous sommes dans un régime semi-présidentiel où le chef de l'État a la majorité parlementaire. Ça veut dire qu'en tant que commandant suprême, il a tous les leviers du pouvoir. Il y a une majorité à l'Assemblée nationale. Toutes les assemblées provinciales sont de sa famille politique. Aujourd'hui, on peut dire que le chef de l'État a plus ou moins la totalité du pouvoir. Mais qu'est-ce qui l'empêche alors? Qu'est-ce qui peut l'empêcher de pouvoir mettre en œuvre ou activer le processus de développement? La Constitution. Vous avez parlé de vol des gens qui... Au Congo, au Parlement du Congo, presque tous les voleurs de l'État sont là comme des députés. Vous avez le cas de Matata Pognon, qui a, oui, c'est ce qu'on dit, et plus de 400 millions de dollars du Congo ont disparu pendant qu'il était Premier ministre. Et la Constitution dit qu'on ne peut pas les juger. Le Cour de cassation dit qu'on ne peut pas les juger. Le Cour suprême dit qu'on n'a pas l'autorité. Alors, comment est-ce que vous pouvez faire avancer la Constitution, le pays? Il y a le président de l'Assemblée, là, qui a été jugé en public, Kamel, condamné en public. Et on dit qu'il a été complètement lavé par la justice. Mais de quelle justice on parle? Et dans l'esprit des Congolais, il y avait de l'argent avec Jamal qui sortait de la présidence et qui disparaissait. Alors, tout ça, c'est la Constitution. Il faut changer la Constitution. Sinon, vous ne pouvez pas avancer. Comment liez-vous le Premier ministre pourquoi vous liez la Constitution à la justice? Il faut que le président ait l'autorité. Et comme le président Tshisekedi a dit que le pouvoir doit aller de pair avec la justice. C'est ce qui donne au président l'autorité morale de conduire les affaires du pays. Sinon, il ne peut pas. Il faut l'autorité morale. Et cette autorité morale découle de la justice du pays. Mais quel est votre avis par rapport à cette intervention de l'Église catholique qui dit que le changement de la Constitution peut conduire à la balkanisation? L'Église catholique n'est pas bien la République démocratique du Congo. Je crois qu'ils ont perdu toute autorité morale pour diriger le Congo. Je crois que l'Église catholique doit s'occuper de l'enseignement et convertir les Kuluna, les bandits, plutôt que de s'immiscer dans la politique du Congo. Pour laisser le président Tshisekedi diriger le Congo et que le cardinal et les évêques s'occupent de l'enseignement, de la morale publique. Il n'y a pas de fond. Tu sais qu'il dit. Et les constitutionnels du Congo, presque tous, je les ai suivis, et ne sont pas d'accord avec l'Église catholique. Je crois que l'Église catholique au Congo s'immisce trop à la politique. Et moi, j'aurais proposé à ce que nous sommes un État laïque, à ce qu'on enlève toute influence de l'Église dans la politique du Congo. Docteur Marcel Eléou, il y a des opposants qui disent que la volonté de changement de la Constitution, c'est pour maintenir le chef de l'État
indéfiniment au pouvoir. Est-ce qu'ils ont tort ou ils ont raison? Ils ont tort. Je ne crois pas que le président Tshisekedi a l'intention de se maintenir au pouvoir indéfiniment. Mais de l'autre côté, je ne crois pas qu'il doit laisser le pouvoir aux aventuriers. C'est pourquoi nous devons aller au changement de la Constitution pour que le pouvoir du Congo, quand il va partir, revienne comme a été la première constitution que les Belges nous ont donnée aux enfants du pays. Pour accéder au pouvoir, nous devons changer ça. Il faut être Congolais de souche. On ne va pas donner le pouvoir aux aventuriers. Donc, il a dit qu'il va mettre une commission. La commission va décider et donner leurs recommandations et ça va passer au référendum. Et le peuple congolais va décider de comment gérer le pays et qui peut gérer le pays. Docteur Marcel Elou, vous êtes résident aux États-Unis également, mais la Constitution américaine date de plusieurs siècles, mais le pays est en train d'avancer. Est-ce qu'il faut nécessairement toucher à la Constitution pour développer Absolument. un pays? J'ai un ami qui est professeur, un Camerounais, qui est professeur de sciences politiques à l'université de Massachusetts. Il m'a informé un mois passé que la Constitution américaine a été changée 27 fois depuis l'indépendance. 27 fois. Et ça se change par ce qu'on appelle des amendements. Donc, il n'y a rien de mal à réviser la Constitution. 27 fois. Au Congo, il y a deux concepts qui s'opposent dans ce débat. Il y a le débat sur la révision et le débat sur le changement. Le changement touche les articles qui sont verrouillés, interdits de changer. Mais la révision touche les articles qui ne sont pas verrouillés. Pour vous, ce qui est important, c'est de toucher à tout ce qui est dans cette Constitution, les verrouillés comme les non verrouillés. Est-ce bien cela? Les ingénieurs électroniciens disent que quand vous avez un ordinateur et que vous mettez la poubelle dans l'ordinateur, vous allez faire sortir la poubelle. Vous comprenez ça? Quand vous mettez les poubelles dans l'ordinateur, ce qui va sortir, ce sont des poubelles. La Constitution congolaise a été mal conçue, mal dirigée, mal écrite, avec des équivoques. Il faut tout changer. Donc, table rase. Table rase. Et le constitutionnel Boubaka, défense de Lille, le professeur de Lille, est d'accord avec moi. Votre frère là qui a été dans votre émission. Il faut tout changer. Quel est votre avis par rapport à cette, on va dire, opinion du professeur Mbata, qui est un des grands constitutionnalistes du Congo, qui disait en 2015 que cette constitution était l'une des meilleures d'Afrique. Et aujourd'hui, il dit que ça peut être touché. Quel est votre avis par rapport à ça? Professeur Mbata, c'est un constitutionnaliste et politicien qui change d'un moment à l'autre. Je ne le prends pas au sérieux. C'est vrai? Non, puisque tu vois, il change en fonction du courant politique. Ça, ce n'est pas un homme que moi je pense sérieux, tu vois. Donc, moi, j'ai suivi au Congo, comme TAP Congo, le professeur Mbata, le professeur Moubake et le professeur Joly au TAP Congo. Ils étaient tous pas Christian de Soupano. Il y a des moments où le professeur Mbata ne voulait pas répondre à certaines questions. Et le professeur Joly n'était pas sûr. Mais le professeur Mabaka était sûr de ce qu'il dit. Il a fait des recherches après plus de 20 ans sur la Constitution et congolaise. Et il faut tout changer. On ne peut pas avoir des coups. Alors, vous ne prenez pas au sérieux le prof Mbata, puisque vous dites qu'il change de position suivant les courants de pensée. Que dire du chef de l'État actuel, Félix Tshisekedi, qui à l'époque refusait qu'on puisse toucher à la Constitution? Sinon, il disait que
l'ancien président Kabila va marcher sous les corps des Congolais s'il osait toucher la Constitution. Est-ce qu'il a changé aussi comme Prof Mbata? Le professeur, le président Tshisekedi, c'était un politicien. N'est-ce pas? Oui. Le professeur Mbata, c'était un académicien qui s'est dit. Le politicien peut changer en fait le courant de la situation du pays, mais pas un académicien. Donc, professeur, oui. Allez-y. Docteur, qu'est-ce qu'on doit retenir par rapport à ce débat sur la Constitution? J'ai écrit certaines choses que je crois que la société doit changer. Je vais les énumérer. Okay. Nous devons aller au régime présidentiel qui correspond à la culture et aux mœurs de notre pays. La présente constitution qui a été adoptée selon M. Chadari par la constitution française et qui a été rédigée à l'extérieur n'exprime pas la volonté ni l'aspiration du peuple congolais. Il faut tout changer. Dans la constitution présente que nous avons, dans l'ancienne constitution, on a dit que la terre et le sous-sol appartiennent à l'État. Cette constitution qu'on a verrouillée, on disait que pas la terre, ça c'est la loi Bakajika. Ils ont dit non, ce n'est pas la terre et le sous-sol n'appartient pas, mais c'est la souveraineté. Il y a une interprétation qui n'est pas normale là. Et c'est à cause de ça que beaucoup des étrangers viennent, prennent la terre des Congolais, faire des carrés miniers, 60 km comme Kabila a pris. Ça, ce n'est pas normal. Si vous partez là, dans certains pays là, au Moyen-Orient, vous ne pouvez pas acheter de la terre comme ça. Vous allez louer. Donc, la terre, le sol et le sous-sol doivent revenir à l'État et pas avoir des gens qui sont malins et qui viennent prendre des carrés miniers et dire « ça nous appartient ». Il faut revenir à la loi Bakajika pour maintenir la constitution et que la richesse du pays profite à tous les enfants du pays. Pas seulement aux gens qui sont les plus doués ou les plus malins ou qui ont plus d'argent. C'est ce qui se passe maintenant. Katumbi, il a construit des avions là au Katanga et sur son domaine. Kabila, la même chose. Et d'où est-ce qu'ils ont eu cet argent? De la terre des Congolais. On doit changer ça. Le pouvoir provincial. Moi, je crois que le pouvoir des provinces doit être dans le domaine de la présidence. Pourquoi? Nous savons ce qui s'est passé dans des élections au Congo, avec les sénateurs et les députés. Moi-même, je voulais être sénateur au Sankourou. J'ai appelé certains députés qui m'ont demandé de l'argent. J'ai refusé, j'ai fui. Tu vois, c'est la corruption impossible. Deuxièmement, il y a certaines provinces, il n'y a pas de développement. Rien. Et l'exemple typique, c'est le Sankourou. Il n'y a même pas de route. Le président Tshisekedi a fait maintenant un voyage au Congo, au Grand Kasaï. Il ne pouvait même pas atterrir avec son avion au Sankourou. Il n'y a rien. Donc, tu vois, je ne sais pas. Est-ce le problème avec les leaders politiques du Sankourou ou bien le Sankourou échappe à l'autorité centrale? Et je comprends. Bien, c'est la Constitution. Voilà, je comprends, tu vois, le président était à Kananga. Et le gouverneur du Congo central s'est plaint qu'il n'y a pas grand-chose à Kananga. J'ai été à Kananga pour introduire mon ex-épouse
à ma famille au Sankourou. On est revenu à Kananga. Je connais Kananga depuis... J'ai étudié à Katouboué. Je connais Kananga depuis aux années 60 quelque chose. Et on est arrivé à l'aéroport de Kananga. Il n'y avait pas de toilettes. Allô? C'est grave, ça. Mon épouse devait aller faire pipi dans l'avion. On devait attendre puisqu'il n'y avait rien. Et Kananga, c'était parmi les plus jolies villes du Congo, à 60. J'ai connu Kananga à 60. Vous avez le problème des élections des gouverneurs. À Lualaba, Madame Fifi Masuka, il est député provincial, il est député national, elle est députée nationale, elle est députée provinciale, elle est sénateur, elle est gouverneur. Donc, il suffit seulement d'avoir la position du procureur et serait la reine de Lualaba. Et tout ça, c'est légal. C'est la Constitution. C'est la Constitution que vous avez. Et ça, c'est la démocratie, ça. Alors, moi, ce que j'aurais demandé, c'est que le président ait l'autorité de faire la permutation des gouverneurs. Si elle est l'étoile de Lualaba, j'aurais aimé qu'elle amène son power star, son pouvoir de l'étoile au Sankourou, qu'elle soit envoyée comme gouverneur du Sankourou. Nous sommes des nationalistes, nous voulons le progrès social, que le président envoie Madame Masuka au Sankourou. Mais on m'a appris que les députés de l'Assemblée provinciale du Sankourou à Lusambourg n'ont pas de toilettes. Alors, tu vois, donc, tu vois, le problème est que le président a, dans ce point, c'est qu'il y a des coins qui sont qui essaient d'être développés, comme Lualaba, comme Bujimaï, mais le Kasaï central, il n'y a rien. Le Sankourou, il n'y a rien. Ce que le gouvernement aurait dû faire, c'est à développer une politique sociale des grandes provinces. Donc, si vous voulez mettre des routes, que les routes soient dans tous les Kasaï, les grands Kasaï. Si vous voulez mettre des routes, que ce soit dans le Grand Équateur, et comment développer ça. Mais avec les vici-provinces que Roubert nous a mis, ça n'avance pas le pays. Ça continue à reculer le pays. Donc, même sur le plan de développement, ça ne va pas. C'est la Constitution, c'est pas Roubert. Oui, oui, donc ça ne va pas. Le développement ne va pas. C'est mieux, il y aura moins de vols avec 6 provinces ou 7 provinces qu'avec 26. Ça ne va pas. Écoute-moi, nous devons toucher la politique de la CENI. Félix, la CENI, ça ne marche pas. Je crois même, non, ça ne va pas marcher. Écoute, ils ont bien, Félix a bien gagné ses élections, mais les députés, les sénateurs, ça ne va pas. On ne peut pas avoir la démocratie moderne s'il n'y a pas d'électricité au Sankourou. Comment est-ce que vous allez compter les votes? Et au Sankourou, on m'a appris que les députés achetaient des votes avec $3, puisque la pauvreté est énorme. Ça ne va pas. On ne peut pas avoir la démocratie libérale. On n'est pas encore arrivé pour avoir la démocratie libérale. Il faut que le pouvoir... Dans le système français, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y a le gouverneur qui s'occupe des problèmes administratifs, mais il y a aussi le préfet qui est l'envoyé du président et qui peut voir sur le développement comment transite l'argent dans ces provinces. Dans ces provinces-là, que vous avez au Congo, les gouverneurs volent presque la moitié. Et il n'y a pas moyen de tracer, puisqu'il n'y a pas la numérisation de bombes d'argent.
Rien ne peut marcher. Tu vois, le développement doit aller avec la démocratie. Il faut la démocratie. Merci. Il faut la classe moyenne pour s'attendre la démocratie. Et au Congo, on n'est pas prêt à avoir la démocratie libérale. Et le comité, les membres du comité qui vont rédiger la nouvelle constitution doivent venir de toutes les couches de la société congolaise. Moi, je ne suis pas constitutionnaliste, mais je puis discuter. On a le sens commun, je puis discuter de la constitution. Tout comme les chefs coutumiers peuvent discuter et amener des mœurs, nos coutumes à la conception de la nouvelle constitution. La politique d'immigration. Moi, je crois que nous, les immigrés qui sont de souche congolaise, on ne devrait pas perdre nos nationalités congolaises. Nous avons beaucoup à apporter au pays. Donc, et nos enfants ont beaucoup à amener au pays. Ma fille a fait les sciences politiques et la santé publique à George Washington, à Washington DC. Il a écrit sa thèse, c'était le mouvement de AFDL, comment est-ce qu'ils ont dirigé le Congo pendant 10 ans, pendant les 10 premières années. Et il a donné ça au département, il a fait avec un professeur de John Hopkins sur les relations internationales, il a donné ça au département d'État. Ma fille n'est pas là au Congo, mais elle a travaillé pour décrire comment le gouvernement Kabila a dirigé le pays pendant 10 ans. Donc, nos enfants qui s'intéressent à la politique du Congo, ils doivent avoir une facilité même d'avoir deux nationalités. Les positions régaliennes, comme on avait dit, on doit toucher à ça. Il n'y a que les Congolais de souche qui peuvent occuper des positions régaliennes. Sinon, vous avez des bandits qui viennent avec des armes et des choses et qui prennent le pouvoir. Ça doit être bien défini dans la nouvelle constitution. Le pouvoir du président doit s'étendre dans toutes les provinces pour qu'il y ait une distribution égale des revenus du pays. Je crois que 26 provinces, c'est un peu trop. Il faut réduire à des régions qui peuvent beaucoup accentuer sur les développements plutôt que des entités où certaines sont développées, certaines ne sont pas. Je crois aussi, pour le point de l'ordre dans la société, vous avez dit l'autre fois, vous m'avez cautionné, l'ordre dans la société est plus important que la démocratie libérale. Donc, nous devons faire tout pour créer de l'ordre dans la société, dans la nouvelle constitution. Nous devons privilégier l'ordre dans la société plutôt que la démocratie libérale qui nous amène nulle part. L'Angola. Merci beaucoup, Dr Marcel. L'Angola est moins démocratique que le Congo, mais plus ordonné et plus respecté, même par les présidents américains qui partaient en Angola et pas revenus au Congo pendant que nous avons élu un président avec 73%. Ça doit vous dire quelque chose. Et oui. Merci beaucoup, docteur Marcel. On va évoluer avec une autre thématique. C'est l'union sacrée et la confusion autour de la vision du président de la République, comme vous avez souhaité le dire vous-même. Est-ce que l'union sacrée dans la confusion autour de la vision du chef de l'État? Pas du tout. L'union sacrée
Tu vois, l'UDPS, c'était un mouvement de résistance, mais qui n'avait pas de cadre pour diriger les grands Congo. Et je crois que le président Tshisekedi s'est rendu compte. Il n'y a pas de membre de l'UDPS pour diriger le Congo. Donc, il voulait élargir. Ça a créé l'Union sacrée. C'était une organisation politique, mais qui a des visions différentes. Je crois que le rôle de l'Union sacrée, c'était d'élire le président Tshisekedi et il doit être dissous. Parce que tous ces gens-là, tous ces leaders de l'Union sacrée, ce qu'ils attendent, c'est qu'ils veulent avoir le pouvoir du président Tshisekedi. Ils ne l'aident pas. Ils sont là pour l'attente d'avoir le président. Donc l'Union sacrée, c'était un mouvement politique qui n'a pas de goal pour avancer le Congo. Peut-être même pas pour créer la stabilité. Ils sont tous là pour attendre à prendre le pouvoir. Mais docteur, on dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. Le Congo, nous sommes venus de loin. Je ne vais pas être trop critique du président Tshisekedi. Il essaie, mais il n'est pas bien entouré. Dans un système présidentiel, le président n'a jamais eu tort. Puisqu'il faut la continuité. Ce sont les conseillers. J'ai vu là, il y a un monsieur là qui s'est trimballé avec le président. Il portait des blouses colorées là. Et récemment, il était chargé de la commission là pour l'intégration avec East African Community. Vous vous rappelez de son nom? Chibangu. 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 Il était là, il étouffait le président, mais ce monsieur ne connaissait pas grand-chose sur la politique étrangère. J'ai regardé son CV. Il était instructeur, pas même un professeur. On l'appelait professeur de temps en temps. Oui, mais il n'était pas professeur. Il était en Afrique du Sud, il était instructeur. Mon épouse était professeur de maths. Il était instructeur sur le truc chimique. Et il est venu là pour diriger la politique étrangère du Congo. Mais c'était un désastre. Tu vois, donc, on revient là comme à 1960. Tu vois, à 1960, le ministre des Affaires étrangères, Bomboko, s'occupait de la politique étrangère. Mais il avait son agenda et des activités extracurriculaires qui n'avaient rien à foutre avec la politique, la diplomatie du Congo. Et ce monsieur-là, il ne connaît rien sur la politique étrangère. Comment est-ce qu'il a pu être à côté du président? Et quand il était ici à New York, les journalistes, on croyait que c'est lui le président. Et donc, tu vois, on est encore au niveau là où on n'arrive pas à sélectionner des gens compétents pour être autour du président. Regarde là à mon mur. J'ai tous les diplômes de la médecine aux États-Unis. Et ça ne vaut rien aux États-Unis. Ce qui vaut, ce sont des recommandations de partout où j'ai travaillé, dans tous les hôpitaux où j'ai travaillé. Donc, les gens au Congo, ils viennent là, ils viennent des États-Unis ou de la France. Quelle est son expérience du travail? Et ils l'ont engagé autour du président. Et encore plus, les gens qui sont autour du président, je dis que le président est venu, il a gagné, mais il n'avait pas de conseillers dans tous les domaines nécessaires. Donc, on est dans un système d'évolution. Mais écoute, il essaie de faire le mieux. Écoute, le président Tshisekedi a organisé l'armée. Nous sommes maintenant prêts à avoir une victoire à l'est du pays. Mais on doit faire mieux. Donc, je ne suis pas là pour critiquer. Il a eu des problèmes énormes. Je faisais membre d'une organisation de chercheurs d'origine congolaise aux États-Unis. Nous sommes réunis à Atlanta en 2018.
Et nous avions, ce sont des savants, hein. Ce sont des gens qui sont des spécialistes, des docteurs en sciences humaines. Et on avait prévenu, on avait prédit toutes les difficultés que le président Tshisekedi en a maintenant. Et nous avions proposé à ce qu'il n'y ait pas des élections en 2019. Nous voulions qu'il y ait une commission pour voir tout ça, la Constitution, pendant 2 ans de transition, avant d'aller aux élections. Mais les politiciens congolais ne nous ont pas associés. Tout à coup, on a appris qu'ils étaient à Genève et qu'il fallait aux élections, et on nous a oubliés. Il y a d'autres de ces politiciens-là qui étaient avec nous, qui ne prenaient même pas les coups de téléphone quand nous, on les appelait pour les conseiller. Donc, tu vois, je crois que nous devons quitter des amateurismes des gens qui, et puisque quelqu'un étudie en Europe ou aux États-Unis, qui connaît tout. Non. Et le président Tshisekedi s'est rendu compte. C'est pourquoi il a trouvé maintenant le ministre de la Justice, c'est Moutamba, qui continue, qui commence maintenant à l'aider sur le problème de la justice. Mais qui est la base de... Qui choisit les collaborateurs du chef? D'un côté, c'est le chef, mais de l'autre côté, il y a beaucoup, selon la Constitution ici, il y a partage du pouvoir là, il y a partage là, le président a droit à certaines positions régaliennes et des ministères, et puis les autres partis politiques doivent se partager les autres. Ça doit changer aussi dans la Constitution. Pourquoi on doit avoir 56 ministres? Aux États-Unis, on a peut-être 15. Mais le Congo n'a pas plus de problèmes que les États-Unis, qui dirigent le monde. Donc, il y a aussi problème de constitution qui définit qu'il faut certaines positions pour tel parti, tel parti. Le partage et donc le problème est divisé. Moi, je crois que la Constitution peut aider à améliorer ça. Que pensez-vous de ces opposants qui disent que le problème n'est pas la Constitution, mais le problème, c'est le leadership du président Tshisekedi qui est défaillant? Martin Fayoulou, Matata Pogno, Délice Sanga ont tous dit que c'était plutôt le leadership défaillant et non la Constitution. Le président Tshisekedi a été réélu avec 73%. 1, 2. Moi, je dirais qu'il ne faut pas comparer le président Tshisekedi à Dieu l'Éternel. Aucun d'entre nous ne pouvait prendre le pays comme président, même dans notre assemblée là de réflexion des savants congolais. Aucun d'entre nous ne pouvait prendre le pays et diriger 7 ans comme là. Nous voulons qu'il fasse mieux. Mais c'est facile à critiquer que d'être dans la chaise du président. Et tu vois, le Congo aussi, ni le président Tshisekedi n'ont pas de référence. Ici, mes enfants ont étudié beaucoup avec des enfants dans des écoles juives. Et dans la culture juive, les parents écrivent un journal pour savoir ce que des générations futures peuvent apprendre. À la présidence du Congo, qu'est-ce que Mobutu a laissé? Qu'est-ce que Kabila a laissé? Les deux Kabila. Donc, le président Tshisekedi doit se chercher au lieu d'avoir des références. Nous n'avons pas de références au Congo. Et c'est ça les difficultés. Et je crois qu'il n'est pas aussi entouré par des gens qui sont qualifiés, pas seulement qualifiés avec des diplômes, mais qui ont de l'expérience. Écoutez-moi ce que je fais. Je suis consultant cardiologue dans 2 hôpitaux universitaires à New York. Et chaque semaine, pendant les 3 ans passés, je prends mon avion
et je vais traiter les malades là. Vous savez ce que je fais? J'arrive, le médecin qui était là me montre les malades, le lit de 20 malades qui sont en train de mourir dans le centre de réanimation. Il dit, docteur Lourou, ça c'est vos malades, moi je vais revenir la semaine prochaine. Et comment est-ce qu'on me juge? On me juge de combien de malades sont vivants et combien sont morts. Je dois être à la hauteur de soigner tous ces malades, c'est qu'il y ait même un qui meurt. Le président Tshisekedi n'a pas de référence. Et le problème pour diriger le Congo, c'est 100 fois plus difficile que d'être cardiologue comme moi. Et j'ai fait plus de 15 ans à étudier la cardiologie. Il n'a pas de référence. Donc, nous devons tempérer nos critiques du président Tshisekedi, puisque les gens là qui critiquent aujourd'hui, ils critiquent. Mais quelle alternative ils nous montrent? Écoute-moi, récemment, j'ai entendu le président Martin Fayulu qui a accusé les Kasaïens d'envahir Kinshasa et le Katanga. Mais c'est que je connais, les Congolais peuvent habiter partout au Congo. N'est-ce pas ça? Alors, lui qui veut devenir président de la République et qui aliène tous les Kasaïens, comment est-ce qu'il peut devenir président? Non, il a... Bon. C'est pas possible. C'est pas un président, c'est président de tout le monde. Il y a Il a dit que le président Tshisekedi déplace ses frères Kasaïens, il les envoie dans l'espace Katanga et à Kinshasa pour étouffer l'opposition. Mais écoute-moi, ce monsieur a perdu sa tête. Ce monsieur ne peut pas diriger encore le Congo, Martin Fayulu. Et pourtant, il aurait pu être l'héritier de Félix Tshisekedi. Il a perdu sa tête. Tu ne peux pas être un président et commencer à utiliser des paroles. Le Congolais a droit de vivre partout au Congo, n'est-ce pas? Le président Tshisekedi... Alors, docteur, oui, juste savoir, quels sont les ratés et les succès du président Tshisekedi? Commençons par les ratés. La justice. La justice, c'est un albatros au cou du président Tshisekedi. Tout le monde avait un espoir énorme qu'il allait défendre l'état de droit. Et on a vu, quand Jamal et les autres là qui travaillaient à la présidence ont volé de l'argent, ils étaient jugés en public. Ils étaient condamnés. Et dans le concept, dans la conception des Congolais, ces gens-là, ils ont volé de l'argent. Ils devraient être en prison. Ils ont été jugés par la justice congolaise et condamnés à 20 ans de prison. Comment ces gens-là sont sortis de prison? Je ne connais pas. Et comment ils peuvent être lavés? Et non pas seulement ça. Et celui qui a été accusé, comme Kamé, devient maintenant président de l'Assemblée du Congo. Ça, ce n'est pas la justice. Et je comprends, tu vois. Là, c'est la justice, ce n'est pas le chef de l'État n'est pas du pouvoir exécutif. Il est du pouvoir judiciaire. Lui, c'est le pouvoir exécutif. Oui, c'est séparé. Au Congo, oui, au Congo, comme je vous avais dit, dans le concept du Congolais, on n'a pas deux chefs. Il est le magistrat suprême, non? Oui. Le président Tshisekedi, il est le magistrat suprême, non? Oui. C'est son gouvernement. Il ne peut pas se dissocier de ça. Même s'il le veut, même s'il est innocent, c'est son administration, c'est son gouvernement. Alors, quelqu'un qui a détourné de l'argent, une cinquantaine, est jugé en public, condamné en public et lavé
comme il n'a rien fait, et occuper des positions de responsabilité au Congo. Ça, c'est inimaginable. Ça, c'est le gouvernement. Évidemment, il y a le problème des causes, mais ce n'est pas possible. Il perd toute sa crédibilité comme président pendant qu'il est là. Le problème de Bokangalozo, écoute, ici aux États-Unis, ce sont des exemples qu'on veut que la justice aimerait avoir pour montrer à tout le monde que nous sommes dans la démocratie, que personne n'a au-dessus de la loi. Et le président, avant-hier, on m'a dit que le président Trump, il a été condamné à payer la dame là qu'on a dit qu'il a violé 5 millions de dollars. Cette semaine. Tu vois, ça, c'est la justice trouve des gens comme tels. Alors, le fait que Bokangalozo, on dit que le monsieur, il refuse d'aller au tribunal, et le tribunal a dit oui, qu'il a le droit de refuser. Mais nous sommes dans une république ou bien dans une monarchie. C'est quoi? Et tout ça, ça diminue l'autorité. Puisque tu vois, j'ai écrit un article récemment. Il y a le pouvoir et l'autorité. Le président doit avoir les deux. Alors, quand ça se passe dans votre gouvernement, vous perdez l'autorité morale. Et quand vous perdez l'autorité morale, c'est difficile à diriger un pays divers comme le Congo. Et c'est pourquoi je parle du cas de Fayulu. Alors, docteur, quels sont les succès du président Tshisekedi? Je crois qu'il a bien organisé l'armée. Et si mes prédictions sont correctes, je crois que dans 2 semaines, on va gagner cette guerre contre Kagame. Je crois sincèrement. Contre les pays de l'Est, les multinationales et les Européens qui continuaient à l'alimenter. Et donc, je ne crois pas qu'il pouvait avoir un civil qui pouvait organiser l'armée mieux que le président Tshisekedi. Mais comment mettre définitivement fin à cette insécurité? Ça fait bientôt 30 ans. Les Congolais ont été conduits à l'erreur. On a accepté les AFDL, on a accueilli les AFDL comme les libérateurs. Mais c'était des usurpateurs qui sont venus voler tout ce qui appartenait au Congo, accompagnés de multinationales. Les Congolais ne savaient pas ça. Et ça a pris du temps. Et le Congo n'avait pas d'armée. Kabila a détruit toute l'armée. Dans des politiques, il fallait détruire l'armée. Et Kabila père ou Kabila fils? Kabila fils. Il a détruit l'armée congolaise. Et Félix devrait rebâtir l'armée de zéro. C'est pourquoi on ne pouvait pas aller en guerre sans qu'il y ait une armée. Et maintenant, il a plus ou moins réussi. D'une façon ou d'une autre, avec sa patience, nous avançons un peu. Nous n'avançons pas beaucoup, mais l'armée, c'est bien organisé. Un des problèmes que le souffre au Congo maintenant, qui n'est pas de la faute de Félix, mais c'est le plus grand problème du Congo, c'est la corruption. Le Congo ne peut pas avancer tant qu'il y a la corruption comme ça existe maintenant. Et moi-même, j'ai vu ça. J'ai testé le ministère des Affaires foncières. Mais toute la corruption du Congo, ça se trouve là. Moi, je crois que si j'étais président de la République, on aurait banni ce ministère. Tout est corrompu. Et la mafia congolaise, c'est là où ils vont. C'est la terre.
Et donc, il essaie, mais le Congo a des problèmes énormes que on doit aller mollo, petit à petit. En tout cas, alors docteur, on est en train de chuter, hein? Oui. On est en train de chuter, on a déjà dépassé, on est déjà à plus de 1h15 déjà. On est en train Vas-y. de. On va chuter, docteur. Le 4 janvier, une date importante pour la République démocratique du Congo. Et qu'est-ce que la nouvelle génération devra retenir de l'importance de cette journée? J'ai fait un peu de recherche sur le 4 janvier. Ça nous montre la résistance de nos compatriotes de ne plus accepter l'oppression, la discrimination. Et ils ont lutté pour donner cet esprit et encourager les jeunes. C'est pour cela, c'est à cause d'eux que nous avons aussi eu notre indépendance. Il y a d'autres, il y a certains qui sont morts, mais je crois que cet événement a aussi influencé Patrice Lumumba d'aller à la table ronde et tous ses compagnons pour avoir notre indépendance. Donc, leur sacrifice n'a pas été vain. Ils ont lutté, ils ont vu qu'il y avait de l'injustice, il y avait la discrimination, que le Congolais ne pouvait pas avancer, et ils ont accepté de se sacrifier pour notre bonheur aujourd'hui. Et c'est l'expérience de résistance que même nos Wazalendo à l'Est continuent à avoir pour lutter contre les envahisseurs. Mais je cautionne le peuple congolais et surtout les Quinois. Félix Tshisekedi est en train d'essayer d'organiser le pays. Il est le nôtre. Les Congolais et surtout les Quinois ne doivent pas se marcher dans des rues, causer les désordres qui vont empêcher même l'organisation de notre pays. Nous devons changer de la lutte des rues à la lutte intellectuelle. Comme ces gens-là veulent, les Congolais vont se rassembler, discuter de la Constitution d'une façon ordonnée, avec intelligence, et pas aller dans des rues d'une façon dispersée. Félix n'a pas l'intention de rester au pouvoir éternellement. Il a de petits-enfants qu'il voudrait élever, mais il ne va pas laisser le pouvoir à des aventuriers et des étrangers. Donc, nous devons Alors, le docteur, soutenir, bien qu'il n'a pas, nous devons le soutenir en dépit de certains handicaps qu'on a. Allez-y. oui, docteur Marcel Elou, il y a un Congolais devenu américain qui est décédé il y a quelques mois. Vous avez certainement connu cette personne. C'est monsieur Jean-Jacques Mutombo Dikembe. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ce monsieur? J'ai connu Dikembe Mutombo quand il est venu aux États-Unis. Je faisais ma spécialisation, je vais être bref, je faisais ma spécialisation en cardiologie à Washington, D.C. Et lui venait du Congo pour continuer ses études universitaires à Georgetown et en même temps dans l'équipe de basketball. Il a travaillé toute sa vie. Il a surmonté les obstacles, c'était excessivement difficile. Moi, j'ai ma fille qui joue au basketball et au tennis. Nous commençons à entraîner nos enfants à l'âge de 3 ans à 5 ans. Et il fait des compétitions. Dikembe a fait des compétitions au niveau le plus élevé de la société américaine. Et il a réussi. Et il a donné le meilleur de lui-même aux Congolais.
J'ai visité son hôpital à Kinshasa à 3 reprises. C'est le meilleur hôpital de Kinshasa. Et Dikembe Mutombo n'a pas fait ça, puisqu'il est Moulouba, pour le Balouba. Il a fait ça pour tous les Congolais. Je suis parti à son obituary quand il a... Et il y avait un médecin qui était venu de Zambie pour témoigner sur le caractère de Dikembe Mutombo. Il a donné de l'argent, son argent lui-même, pour les soins des malades à l'hôpital Dikembe Mutombo. Pour ce qu'on appelle le screening, des tests pour détecter des femmes qui pouvaient avoir des cancers du sein et de cervix. Il a donné des millions. Et ça, il a donné sans vouloir quelque chose de retour. Dikembe Mutombo n'était pas politico. Il travaillait avec Kabila comme il travaillait avec Tshisekedi. Il a donné le meilleur de lui-même aux Congolais. Pendant que les Congolais et les parlements veulent voler, lui donne ce qu'il a gagné. Pour moi, Dikembe Mutombo, c'est l'idéal congolais. Et c'est dans cet esprit de Dikembe Mutombo que je viens parler aux Congolais aujourd'hui. Quand Dikembe, j'ai écrit un article sur Dikembe Mutombo et j'ai un cousin qui m'a envoyé un message de Lubumbashi. Il m'a dit, mais Marcel, pourquoi vous ne construisez pas un hôpital comme dit Dikembe Mutombo au Sankourou? Avant, j'ai rigolé. Écoute, je ne suis pas aussi, je n'étais pas et je ne suis pas aussi riche que Dikembe Mutombo. Il a travaillé, il a eu ce qu'il a pu. Moi, je suis venu aux États-Unis pour devenir médecin et pour avoir des connaissances. Et je partage avec vous mes connaissances sur la démocratie et sur comment le pays peut avancer. Moi, je ne cherche pas du travail au Congo. Je reçois presque chaque semaine des demandes des gens qui veulent m'engager partout aux États-Unis. Et récemment, l'hôpital général de Nashville m'a demandé de diriger leur centre cardiaque. Je n'ai pas besoin du travail, mais moi, je crois que nous tous qui sommes sortis du pays, nous devons quelque chose au pays. Et moi, je vous amène mes connaissances. Ce que je vous dis, ce n'est pas plus que je voudrais avoir du travail au Congo, ni avoir une position avec le président Tshisekedi. Mais pour le moment, il ne faut pas que les Congolais se trompent. À mon avis personnel, il n'y a personne à ce moment-ci capable de diriger le Congo mieux que Félix Tshisekedi. Il n'y a personne. D'accord, docteur. Et ça, c'est mon avis. Écoute, vous pouvez prendre ou pas, mais je ne suis pas là pour flatter. Mais écoute, il faut faire attention. On dit en français, en anglais, que l'ennemi de bon, c'est meilleur. Donc, l'ennemi de bon, c'est toujours avoir plus. Nous devons aller doucement et aller doucement pour l'avancement du pays. Docteur, merci beaucoup pour cette très belle émission. Autre chose aussi, moi je crois qu'il doit y avoir des écrivains et des historiens congolais qui doivent écrire des lettres, des livres sur la vie de Dikembe Mutombo pour enseigner à la génération future. Quelqu'un qui a fait tout ce qu'il a. Il a atteint l'apogée de la société américaine et donné à son pays. Très peu de gens font ça. D'accord, docteur, merci beaucoup. Juste une dernière question pour que nous vous laissions dans vos occupations parce que vous êtes très occupé. On ne va pas vous maintenir ici, docteur. Mais en 2-3 mots, c'était une très belle émission. Mais dites-nous, qu'est-ce que l'opinion congolaise devra retenir de cette émission que nous tenons aujourd'hui? À mon avis,
le Congo n'est pas prêt pour une démocratie libérale. Pour avoir une démocratie libérale, il faut d'abord avoir la classe moyenne capable de sous-tendre cette démocratie. Il faut que les lois soient bien définies, avec une constitution appropriée à nous et pour nous. 2. Troisièmement, quand j'étais à l'école secondaire, il y avait un professeur suisse qui nous a donné un titre à faire la dissertation, que tous les changements, même les plus souhaités, ont leur mélancolie. Les Congolais doivent aller doucement pour le changement et avoir les piliers qui peuvent sous-tendre la démocratie. C'est ça mon message. Merci beaucoup, docteur Marcel Elewu. Vous êtes donc cardiologue. On vous surnomme l'homme qui arrête la mort. Merci. Mais aussi, je voudrais être précis que tous les médecins peuvent arrêter la mort. C'est pourquoi on va à l'école de médecine. Donc, nous avons tenu cette émission donc en direct des États-Unis. Le professeur, le docteur Marcel Elewu est aujourd'hui, au moment présent, à Nashville, dans l'État de Tennessee, aux États-Unis d'Amérique, avec qui donc nous avons tenu l'émission. Moi, je me trouve à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, professeur et docteur Marcel Elewu, pour votre présence et vos opinions. Et merci. Nous vous souhaitons une très très belle année. Et merci de m'avoir eu dans votre émission encore. Et bonne chance à tout le monde et au pays. À tous nos merci beaucoup, docteur Marcel. Merci à l'équipe technique qui m'a permis donc d'arriver chez vous. Homo Fortis Elika, Chris Nambuka, à toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. À très vite.